Bienvenue à toutes et à tous à ces rendez-vous du dimanche du Bet Alimoud de Bordeaux. Je salue également nos amis plus lointains de Las Palmas, de Los Angeles. Doivent nous rejoindre également, je salue Elie Korchia, Hana Rouimi et d'autres. Un petit mot sur le programme à venir. Le dimanche 21 mars, nous recevrons Hervé Réby sur un thème à définir. Puis, le dimanche 11 avril, après Pessard, je ne me vois pas, Daniel, on m'entend quand même? On t'entend parfaitement, on t'entend parfaitement. Donc, je disais, le dimanche 11 avril, après Pessard, nous ouvrirons un autre grand débat sur le statut de la femme dans le judaïsme orthodoxe en France. Pour en parler, nous recevrons Michael Azoulay, qui est rabbin de la communauté de Neuilly, et Hana Rouimi, qui est enseignante et qui commente cette année la paracha sur Acadème. Aujourd'hui, nous ouvrons notre premier grand débat sur un sujet ô combien d'actualité, l'abattage rituel, la shrita. Pour introduire la discussion, je rappellerai que la Cour européenne de justice, dans sa séance du 17 décembre dernier, a confirmé une loi belge, mais je crois que c'était un décret de la région Flandre et Wallonne, exigeant que les animaux soient étourdis avant l'abattage, ceci ouvrant la voie à l'adoption par d'autres pays de mesures similaires. Nos invités auront à définir une stratégie. Doit-on seulement nous opposer et combattre au risque de nous faire imposer sous la pression une décision, ou doit-on, en plus de nous battre, anticiper et proposer peut-être une réflexion juive en revoyant toute la question de façon globale, c'est-à-dire la question de l'élevage, du transport et du traitement de l'animal avant son abattage. Pour en débattre, nous sommes heureux d'accueillir Bruno Fison, grand rabbin de Metz et de la Moselle. Il est aussi docteur vétérinaire, membre du Comité national d'éthique des abattoirs. Il est conseiller auprès du grand rabbin de France et du président du consistoire central. Et Rivon Krigier, rabbin de la communauté Massorti à Dat Shalom. Il est docteur en sciences des religions, auteur de nombreux ouvrages, et notamment d'un article important sur le sujet. Je sais qu'également, et la période s'y prête, il est auteur d'une Haggadah, peut-être nous en parlera-t-il. Messieurs, bonsoir. Je vous propose donc de vous donner la parole, peut-être à tour de rôle, et peut-être en premier le grand rabbin Fison, et ensuite nous laisserons la place aux questions. Nous pouvons peut-être également, si vous êtes d'accord, laisser vos deux micros ouverts, si jamais l'un ou l'autre voulait apporter une précision sur ce que dirait l'un ou l'autre. Voilà, écoutez, les questions peuvent également être posées par écrit. Et monsieur le grand rabbin Fison, si vous êtes prêt, on démarre avec vous. Merci beaucoup, monsieur Fitoussi, monsieur le président de la région de Bordeaux et de la région, monsieur le vice-président du consistoire central, monsieur le rabbin Rivon Krigier, cher ami. D'abord, je suis extrêmement heureux de cette invitation et de cet échange que nous allons avoir ensemble sur un sujet effectivement ô combien difficile et un sujet qui aujourd'hui mobilise les médias, puisque peut-être avez-vous vu déjà, alors je ne sais pas si c'est arrivé à Bordeaux, mais à Paris, déjà, on voit arriver des affiches qui sont portées par une association qui s'appelle l'OABA, l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, associée d'ailleurs à un collectif anti-corrida. Alors, ces affiches sur 8 villes de France, 840 panneaux ont été achetés, enfin, alors, publicitaires ont été achetés, et on voit sur cette affiche un animal, une vache, un veau, juste avant son abattage, et il est écrit que voilà, la majorité des animaux des abattoirs pratiquent l'abattage rituel, que l'animal va être égorgé à vif, qu'il met de longues minutes à agoniser. Et donc, on a effectivement une campagne assez dure. Ce n'est pas la première, mais celle-ci, elle vient peser sur le politique, puisque l'affaire, évidemment, elle est aussi politique. Elle vient peser sur le politique, notamment sur le fait qu'il y a aujourd'hui à l'Assemblée nationale et au Sénat un débat sur le bien-être animal. Mais ce débat-là ne concerne absolument pas l'abattage rituel ou l'abattage en général. Ça concerne les animaux de compagnie, les animaux de cirque, etc. Mais on voit bien la volonté d'introduire dans le débat parlementaire, par le biais d'un amendement, la problématique de l'abattage rituel.
C'est également les prémices de la campagne présidentielle, puisque nous savons, alors pas tellement sur la dernière campagne présidentielle, mais sur celle d'avant, on sait que c'est une thématique, un sujet qui revient et qui est souvent porté d'ailleurs par les partis ou le parti d'extrême droite. Donc il y a vraiment une dimension politique dans cette question de l'abattage rituel, de la shrita. Alors voilà, il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Alors je vais rebondir un peu sur votre introduction, M. Fitoussi, sur le fait de savoir s'il fallait seulement s'opposer de façon frontale aux interdictions qui peuvent donc tomber sur différents pays européens, ou s'il ne faut pas être proactif et ne pas aussi proposer un certain nombre de choses, d'éléments. Eh bien, écoutez, c'est l'objet du débat ce soir. Évidemment, c'est les deux quelque part. Évidemment, il faut être extrêmement réactif par rapport aux volontés, aux velléités d'interdire, et dans notre pays aussi, elles existent bien évidemment, mais il faut aussi être une force de proposition. Donc, c'est les deux éléments. Alors, je ne vais peut-être pas monopoliser la parole, je vais laisser la place au rabbin Krigier peut-être, pour qu'il puisse s'exprimer, et ensuite, on abordera les différentes thématiques, les différentes possibilités. C'est comme vous le souhaitez. Soit je ne sais pas comment, c'est un échange, je ne sais pas comment vous souhaitez. Alors, vous pouvez soit éventuellement, Monsieur le Grand Rabbin, eh bien, continuer à développer votre argumentation, et peut-être que si le rabbin Krigier a une remarque à faire, il pourra le faire éventuellement avec vous en direct. Les micros restent ouverts, ou attendre que vous ayez fini pour à son tour prendre la parole. Alors, si je peux me permettre, je vais donc peut-être reprendre ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Donc, on a parlé de la situation française, mais ce qui s'est passé en Europe avec la Cour de justice européenne est évidemment extrêmement grave. Tout part d'une problématique belge au départ. Les parlements wallons et flamands interdisent tout abattage rituel sans étourdissement préalable, et on va essayer de définir ce que c'est un étourdissement. Le consulat de Belgique et un certain nombre d'associations musulmanes rejettent cela. Ils portent l'affaire devant la Cour constitutionnelle belge. Malheureusement, la Cour constitutionnelle belge ne souhaite pas s'exprimer et demande l'avis à la Cour européenne de justice qui, elle, vient confirmer les avis des parlements wallons et flamands. Donc, évidemment, ça, c'est un échec important pour le judaïsme belge et les associations musulmanes là-bas. Nous n'avons pas été partie prenante à l'époque. Aujourd'hui, on nous demande, alors quand je dis on nous demande, c'est pas moi tout seul, c'est-à-dire à la fois le consulat central, mais aussi une organisation que je représente en Europe qui s'appelle le CER, c'est-à-dire la Conférence des rabbins européens. On a donc fait un groupe de travail, notamment avec des scientifiques, pour apporter un certain nombre d'éléments à la Cour constitutionnelle belge, puisque c'est elle qui finalement va statuer, là-bas elle est revenue à la Cour constitutionnelle belge, c'est elle qui va statuer sur l'interdiction, la validité de l'interdiction des parlements wallons et flamands. Alors, ce qui est intéressant, et on va rentrer vraiment dans le cœur du débat, c'est d'abord les données scientifiques. La Cour européenne de justice a suivi les parlements régionaux en disant que la quasi-l'unanimité des recherches scientifiques montrait qu'un abattage rituel sans étourdissement préalable était source d'une souffrance plus importante qu'un abattage conventionnel avec des méthodes d'étourdissement préalable. Alors, c'est cela qu'on va essayer de contester. Et on a de quoi contester, c'est un argument. Alors, il y a beaucoup de documents, effectivement, qui sont en faveur d'un étourdissement préalable, mais d'autres qui montrent que l'abattage rituel est une méthode tout à fait acceptable, notamment des travaux aux États-Unis. Et je pense aux travaux de Mme Tempen-Granding et du professeur Joe Regenstein. Donc, ce sont des travaux qui ont été d'ailleurs présentés lorsqu'on a eu la même problématique aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, la communauté s'en est beaucoup mieux sortie qu'en Belgique. Donc, ça, c'est le premier point. Il y a un travail au niveau scientifique à apporter. Donc, on pourra préciser effectivement comment comprendre les choses. Il y a bien sûr un travail au niveau politique. Et puis, il y a aussi une volonté de montrer que la communauté juive est attachée au bien-être animal, ce qu'on appelle le Tsar Baalei Chaim, et cela comporte effectivement une réflexion par rapport au mode d'élevage et au mode de transport des animaux,
laquelle réflexion, je dois dire très honnêtement qu'elle n'est pas la préoccupation majeure aujourd'hui des communautés et des rabbinats français, et ça, on peut peut-être le regretter, mais bon, c'est peut-être quelque chose auquel il faut quand même penser lorsqu'on parle de bien-être animal. Alors, je reviens juste aux données scientifiques. Si je suis trop long, n'hésitez pas à m'arrêter, parce que je peux parler des heures sur ce sujet. Voilà, donc, en ce qui concerne donc les données scientifiques, il faut bien comprendre ce qu'est l'étourdissement. Et c'est là où il y a quelque chose d'assez faux dans le débat. L'étourdissement, on a l'impression qu'on va endormir les animaux, on va leur injecter une substance anesthésiante, on va les anesthésier. Évidemment, ce n'est pas possible. Si vous injectez quelque produit que ce soit à un animal, avant de le mettre à mort, la viande n'est pas consommable et on le comprend. Donc ça, ce n'est pas possible. Alors, il y a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est le pistolet à tige perforante qui s'appelle le matador. Il s'agit ni plus ni moins de fracasser le crâne de l'animal avec une tige donc, qui va perforer son crâne et qui est censée détruire les centres de la sensibilité. Et donc, l'animal va perdre conscience, il va tomber et on considère qu'il y a une corrélation entre la perte de conscience et la souffrance. La souffrance est difficile à évaluer, on ne peut pas l'évaluer, on évalue la perte de conscience. C'est la première méthode. Cette méthode-là, elle a deux désavantages, si on peut dire. Elle est critiquable sur 2 points. Le premier point, on ne sait pas quelle douleur entraîne l'impact de cette tige perforante. Deuxième point, cette méthode n'est pas fiable à 100%, puisqu'on a à peu près, exactement 16% d'échecs dans cette méthode. Alors, ce chiffre, je ne l'ai pas inventé, ce sont les travaux de l'INRA en France, l'Institut national de la recherche agronomique. C'est un rapport qui date déjà un petit peu de 2009, qui a été fait sous la direction du professeur Lenindre, je connais très bien, qui est vice-président de notre comité national d'éthique des abattoirs. Donc, ce rapport, il montre les défauts de l'abattage rituel, tout à fait, sans complaisance, mais aussi les défauts de l'abattage dit conventionnel. Et il considère qu'effectivement, il y a 16% d'animaux pour lesquels cette méthode donc de leur perforer le crâne avec une tige perforante, la méthode dite du matador, eh bien 16% d'animaux sont mal étourdis, échappent, si on peut dire, à la perte de conscience et sont saignés à vif, pour reprendre les mots de nos détracteurs, après sur la chaîne, parce que tous les animaux sont saignés. Ça, il faut le comprendre. Donc, c'est une double peine quelque part pour les animaux. 16% de l'abattage conventionnel pour les bovins, pour les gros bovins, ça fait beaucoup d'animaux. Si je prends la shrita elle-même, il y a, d'après ce même rapport, 16 à 17% d'animaux qui perdent conscience de façon extrêmement tardive. Et donc, c'est un échec. Il faut considérer que c'est un échec du point de vue du bien-être animal et il faut travailler là-dessus sans aucun doute. Ceci dit, 16% de la shrita, et je voudrais exclure l'abattage musulman, ce n'est pas notre sujet ce soir, bien que souvent il soit lié, mais si j'en reste strictement à la shrita, c'est 1% de l'abattage total en France. Donc, 16 à 17% de 1% de l'abattage total en France, ça fait très peu d'animaux. Alors, en volume ou en nombre d'animaux, en nombre de bovins, on peut dire que, j'allais dire, messieurs, balayez devant votre porte, l'abattage conventionnel entraîne bien plus en nombre d'animaux de souffrance que la shrita elle-même. Ça, c'est le premier point. La deuxième méthode qui est utilisée pour l'étourdissement, j'espère ne pas être trop technique, mais on est bien obligé d'expliquer les choses. C'est ce qu'on appelle l'électronarcose. Donc, l'électricité, eh bien, l'animal est tétanisé. L'électronarcose, et c'est là la problématique d'ailleurs de la Belgique, puisque cet étourdissement est qualifié de réversible. En effet, si vous électrocutez l'animal, il est raide, il est tétanisé, il tombe et ensuite on peut faire la saignée. Alors cette méthode-là est réversible parce que effectivement, si on ne fait rien à l'animal, il peut se relever et reprendre sa vie. Alors normal, encore à voir, je reviendrai là-dessus. En tout cas, cette méthode-là, elle est possible que pour les petits animaux, pas pour les bovins. On ne peut pas utiliser l'électronarcose pour des grands bœufs, des taureaux, des vaches, ce n'est pas possible. C'est pourquoi, quelque part, il y a une forme d'hypocrisie ou de non-dit dans les décisions des parlements wallons et flamands en disant, voilà, vous pouvez, les communautés juives et musulmanes, pratiquer un abattage réversible, un étourdissement, réversible préalable, sachant bien que, de toute façon, cet étourdissement réversible préalable n'est réservé qu'aux petits animaux.
Alors, cette électronarcose, elle également, on ne sait pas si elle n'est pas donc source de souffrance pour les animaux, et également, en me basant sur le même rapport de l'INRA, on a des échecs importants, un nombre important de cette électronarcose. Ça veut dire que les animaux ne sont pas étourdis, sont pleinement conscients lorsqu'ils vont être saignés. Alors, ces échecs, ils vont de 2%, alors 2%, c'est rien du tout, mais ça va jusqu'à 54%. 54%, c'est une étude néo-zélandaise. Bon, là-bas, ils ont beaucoup de moutons, donc ils ont pu effectivement faire cette étude. La troisième méthode, alors, je reviens juste sur cette méthode d'électronarcose. Elle est également utilisée pour les volailles. Et là, l'avis des spécialistes, même des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec nous ou pas d'accord avec nous sur les gros bovins, en tout cas sur les volailles, ils admettent que la shrita est une méthode qui est peut-être même équivalente, voire supérieure aux méthodes d'abattage conventionnelles, parce que les volailles, elles sont accrochées vivantes en conventionnel, elles sont accrochées vivantes, donc la tête en bas, et ensuite elles vont être amenées par la chaîne directement dans un bain électrifié, et ensuite elles passeront, je m'excuse pour les détails un peu durs, mais leur cou passera sur une lame qui va donc les saigner. Eh bien, cette méthode est très peu efficace, puisque beaucoup de volailles relèvent la tête, le bain électrifié, l'électricité n'est pas toujours homogène, donc beaucoup de volailles ne sont pas bien étourdies et donc sont saignées également à vif, pour reprendre encore une fois les mots de nos détracteurs, alors qu'au niveau de la shrita, l'animal est présenté normalement, ça doit être comme ça, un à un au shochet, qui donc fait son office, qui coupe les carotides, enfin les artères et les veines. L'animal est immobilisé, la perte de conscience qui se manifeste par la perte d'un réflexe de l'œil, qu'on appelle le réflexe cornéen. La perte de conscience, elle intervient après quelques secondes et l'animal est accroché mort. Donc, c'est un stress en moins, un grand stress en moins. Donc, voilà un petit peu les enjeux. Donc, il y a une bataille scientifique et technique qu'il faut mener, et que nous n'avons pas perdu forcément. On l'a perdu en Belgique pour l'instant, on ne l'a pas perdu dans d'autres pays, et cette bataille continue. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire au niveau technique par rapport à la shrita. Je voulais juste préciser encore un dernier élément qui me paraît important, c'est que la méthode de shrita, la méthode de l'abattage, crée donc une hémorragie massive qui fait perdre conscience à l'animal de façon extrêmement rapide lorsque la shrita est bien faite, c'est-à-dire que l'ensemble des vaisseaux sanguins sont coupés. Alors, cette perte de conscience, elle est très rapide chez les volailles, on a parlé, elle est très rapide chez les ovins, les moutons, on l'a pas vraiment évoqué, mais elle est extrêmement rapide. Elle peut prendre un peu plus de temps, très honnêtement, chez des bovins où, effectivement, parfois, on a parlé de 16%, il peut y avoir un certain nombre de soucis. Alors, ça, c'est un petit peu sur cette première partie du combat, si vous voulez, frontal. Juste une anecdote quand même qui est importante à dire, c'est donc je fais partie du Comité national d'éthique des abattoirs où je défends, donc où je représente le consistoire ou l'ensemble des consistoires. En ce qui se concerne donc ce comité national d'éthique des abattoirs, il y a un groupe de travail qui travaille sur différentes méthodes permettant de trouver un consensus. On en a parlé un petit peu. Et alors qu'on est en train de discuter sur cette méthode donc de consensus, lorsqu'on est en train d'avancer sur un nombre de réflexions, eh bien, l'OABA, qui est présente avec nous, prépare en secret, sans nous le dire, une campagne extrêmement dure, montrant que finalement, quelque part, la discussion l'intéresse peu, et ce qui l'intéresse, c'est faire pression sur le politique. Donc ça, on en a conscience. Ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter de discuter, mais simplement, on a conscience qu'en face de nous, on a des gens qui, quelque part, veulent reproduire le scénario belge. Donc, voilà un petit peu ce qu'il faut dire sur cette dimension de la shrita et le combat assez difficile que nous avons à mener, tout en n'oubliant pas qu'effectivement, il faut réfléchir à d'autres pistes
Et je suis, moi, très engagé dans cette réflexion sur d'autres pistes, en sachant que ces autres pistes-là, et on va les préciser, puisque j'ai vu quelqu'un demander la précision, on va le faire, ces autres pistes-là ne font pas, pour l'instant, l'unanimité parmi les rabbinats européens. Alors, simplement, de façon factuelle, on va expliquer ce qui se passe dans d'autres pays. Et je vais prendre l'exemple des Pays-Bas, parce que c'est un exemple tout à fait intéressant. Donc là-bas, il y a eu aussi une pression politique extrêmement forte, comme on l'a vu en Belgique, et une négociation, un compromis a été trouvé sur la possibilité d'assommer l'animal après la shrita, après un certain nombre de secondes, de temps. Il y a des décisionnaires, des poskim qui sont d'accord, qui l'ont porté. Par exemple, Rav Moshe Feinstein dans Igrot Moshe parle d'une trentaine de secondes. Il y a également le Réma lui-même, à l'époque, au XVIe siècle, qui en avait parlé. Alors, ça pose plusieurs problèmes, c'est-à-dire qu'il y a un problème de halakha, il y a aussi un problème de réflexion, de stratégie et de tactique, c'est-à-dire, doit-on reculer? Si on admet qu'il faut assommer les animaux après la shrita, ça veut dire que la shrita est effectivement source d'une grande souffrance. Donc, c'est toute une réflexion qu'il faut avoir, et il faut également, et c'est très important, avoir une cohérence et une unanimité. Unanimité, on n'y arrivera pas, en tout cas une grande majorité du monde rabbinique et des dayanim, du monde rabbinique, qui puissent accepter cette possibilité. Alors, il faut savoir que tout de même, ça se pratique, j'allais dire presque sans le dire, mais ça se pratique même dans nos abattoirs en France ou ailleurs, lorsque on s'aperçoit que la shrita n'a pas entraîné une perte de conscience rapide, mais que cette perte de conscience tarde, alors on applique ce qu'on appelle le matassom, c'est-à-dire on assomme les animaux avec un appareillage. Alors il y a le matador pour la perforation des crânes et le matassom qui permet donc d'obtenir la perte du réflexe cornéen, c'est-à-dire le réflexe de clignement de l'œil lorsqu'on vient toucher l'œil. Un point encore, et après je me tais parce que je suis vraiment très très bavard, un point encore qui me paraît très important, on a parlé donc de logique scientifique qui s'affrontent les unes contre les autres. Il faut bien comprendre que, comme je l'ai dit, la souffrance n'est pas évaluable, c'est la perte de conscience qui est évaluable. Et là, la perte de conscience, évidemment, on pourrait utiliser des appareillages comme la mesure de l'activité cérébrale, c'est possible en laboratoire, c'est possible dans une étude expérimentale, mais évidemment, ce n'est pas possible au niveau des abattoirs. On ne va pas commencer à mettre des électrodes sur toutes les vaches et tous les veaux qui vont se faire abattre, c'est impossible. Donc, on a des signes objectifs ou subjectifs, parce que les scientifiques ne sont pas tous d'accord là-dessus, qui permettent de dire que oui, l'animal a perdu conscience. Alors, il y a deux signes importants, mais qui sont, l'un est très précoce et l'autre est très tardif. Celui qui est très précoce, c'est le réflexe à la menace. Donc, le réflexe à menace, on apporte sa main ou un objet près de l'œil de l'animal et l'œil de l'animal va donc réagir par rapport à cette menace. Ce réflexe-là, il disparaît rapidement, très rapidement. Par contre, il y a un réflexe extrêmement tardif qui s'appelle le réflexe cornéen. Lorsqu'on touche cette fois-ci, alors avec une plume ou un objet, il ne faut pas non plus enfoncer son doigt dans l'œil, ça ne marche pas comme ça, mais lorsqu'on touche l'œil de l'animal réagit. Ce réflexe, lui, est beaucoup tardif. Il disparaît très tardivement. Alors, selon qu'on utilise tel réflexe ou tel réflexe, on dira que l'animal sera conscient, et il peut y avoir 15 à 20 secondes entre les deux. Donc, l'animal sera conscient pendant très longtemps si on utilise le réflexe cornéen ou très peu si on utilise le premier réflexe qui est le réflexe à la menace. Voilà pourquoi il y a toujours débat scientifique et une des petites portes, c'est vraiment une petite porte par laquelle les avocats du consulat de Belgique vont essayer de s'engouffrer, de plaider, c'est de dire la Cour européenne de justice a parlé d'unanimité scientifique, ce n'est pas vrai. Là, il y a des articles qui montrent exactement le contraire. Donc, l'espoir est mince en Belgique. Par contre, dans d'autres pays, eh bien, nous sommes vigilants de façon à ce qu'effectivement, on ne puisse pas retrouver cette mésaventure belge. Voilà. Je crois que j'ai beaucoup parlé. On va laisser un peu la parole. Voilà. Bon, écoutez, on aura l'occasion de revenir sur certains points, mais effectivement, là, on va demander au rabbin Crigier d'intervenir. À vous. Merci. J'étais très content d'entendre le propos que vient de tenir
le rabbin Bruno Fison, que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer. On a eu une conversation, on s'est déjà vu en débat dans une conférence du CRIF. Et je dois dire que je suis extrêmement et très agréablement surpris par les propos que j'entends aujourd'hui, parce que je ne sais pas s'il en est conscient lui-même, mais en tout cas, moi, je perçois une évolution dans son positionnement et je vais essayer d'expliquer en quoi. Et s'il me le confirme, ben, je m'en réjouis grandement parce que c'est dans ce sens-là que je milite depuis très longtemps. De quoi il s'agit? Bon, d'abord, il a été rappelé cette décision de la Cour de justice européenne en 2020. Pour moi, elle est un signe très clair de où le vent souffle. On est dans un phénomène de société très significatif où il y a de plus en plus une prise de conscience des abominations que l'on provoque envers les animaux, bien amont, comme cela a été rappelé par le rabbin Fison, bien en amont d'ailleurs de l'abattage. Dans tout le traitement animal, on coupe les queues, on castre de manière systématique, on blesse les animaux, on les bourre d'antibiotiques, on les bouscule dans le transport, on les écrase, enfin bref, il y a mille abominations de l'élevage intensif, et il y a dans la société une prise de conscience de plus en plus grande sur la nécessité d'intervenir. Et c'est un phénomène non seulement intéressant, mais qui mérite d'être honoré. Dans la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est d'ailleurs précisé. Il est dit que ce sont des recherches scientifiques qui ont motivé la décision. Moi, je n'ai pas vu d'unanimité en relisant le texte, mais il est question de privilégier la méthode de mise à mort qui soit la plus moderne. Mais surtout, ce qui est dit, je cite, elle relève ensuite que ce législateur s'est inscrit dans un contexte sociétal et normatif en évolution qui se caractérise par une sensibilisation croissante à la problématique du bien-être animal. Alors moi, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut se réjouir en tant que juif, et en tant que juif fidèle à la tradition juive, du fait qu'il y ait une beaucoup plus grande sensibilité à la condition animale. Parce que cela correspond en tout point aux préoccupations de la halakha. Même l'abattage rituel, tel qu'il a été pensé notamment, je pense à l'effilement du couteau, mais d'autres conditions, pour diminuer autant que possible la souffrance animale. C'est vraiment quelque chose de très important. Je n'ai pas le temps de les citer, mais il y a de très nombreux textes qui le disent. Le Sefer HaChinuch, par exemple, dit que on ne peut abattre l'animal que pour ses besoins, mais que toute souffrance qui serait inutile et gratuite est inacceptable. Lol et tsaran chinam, il n'est pas question de les faire souffrir au-delà du nécessaire. Et le fameux Moshe Cordovero, le grand kabbaliste du XVIe siècle, dit qu'il y a une mitzvah pour l'animal de livror lahem mitayafa, d'essayer de trouver pour eux la mort la plus douce, comme on le fait d'ailleurs pour un condamné, pour une personne humaine. C'est dire à quel point notre tradition juive est sensible à la question. Non seulement ça, mais elle a évolué. Moshe Isserlis rappelle que, en ce qui concerne le déplumage des oies, dans Shulchan Aruch, il est écrit que fondamentalement, puisqu'on a besoin, on a le droit de consommer des oies, on peut tout faire pour le faire, et on peut y compris déplumer les oies alors qu'elles sont encore vivantes. Mais tout de suite après, Moshe Isserlis rajoute, mais ça ne se fait plus aujourd'hui parce que les gens trouvent ça trop cruel. Et on voit très clairement qu'il y a eu une certaine normativité à une certaine époque et qu'elle a été dépassée parce qu'à un moment, la sensibilité du public a été telle qu'on a considéré que certaines choses devaient être interdites. Alors oui, les choses peuvent évoluer, elles doivent évoluer, et la grande question est de savoir si elles peuvent évoluer dans le cadre du droit juif. C'est là qu'on touche à une question très, très sensible. Pourquoi je dis que le rabbin Fison lui-même, en tout cas selon ce que j'en ai lu,
a, à mon sens, évolué, mais il s'en expliquera sur la question, c'est qu'on peut voir que le 16 juin 2016, il y a eu une convocation devant la commission d'enquête parlementaire sur la question de l'abattage rituel, et qu'au cours de cette commission, le grand rabbin Chaim Corsia et le rabbin Bruno Fison ont pris la parole. Le premier, pour dire que je ne viens pas défendre l'abattage rituel, je viens défendre la laïcité, c'est-à-dire avec cette idée très claire que c'est un droit fondamental que de pouvoir abattre des animaux selon le rite traditionnel et que la laïcité doit le respecter, sans quoi je suis tout à fait d'accord avec lui, mais je voudrais quand même rappeler que l'État laïque pose aussi des lignes rouges et que l'État laïque, depuis qu'il existe, depuis le phénomène de la sécularisation qui a commencé au XIXe siècle, la religion a reculé sur plein de choses considérées comme des lignes rouges. Je parle du droit d'héritage, je parle même du droit marital, je parle de toutes sortes de choses, par exemple le fait de marier des personnes mineures. Et c'est le rôle de l'État. L'État a autorité sur la religion quand des droits fondamentaux sont bafoués ou que des valeurs fondamentales sont bafouées. Donc, je pense que dire qu'il faut défendre l'abattage rituel au nom du principe de laïcité, c'est vrai partiellement, ce n'est pas vrai complètement, s'il est possible notamment d'améliorer la condition animale. Et puis, pour ce qu'a dit le grand rabbin Fison, en tout cas tel que c'est rapporté, il est dit dans le rapport de la commission qu'il a mis l'accent sur l'incompatibilité avec la halakha, je le cite, d'un étourdissement post-jugulation. Or, d'après ce que j'ai compris de ce que le grand rabbin vient de dire aujourd'hui, cette position-là, elle n'est pas aussi évidente que cela, elle n'est pas aussi unanime que cela, mais pour moi, c'est l'enjeu capital. Parce que l'étourdissement post-jugulatoire, indéniablement, permet à la fois de mener l'abattage rituel selon les réquisites fondamentaux, et je vais y revenir, et d'alléger considérablement l'effet pervers qui est celui de la souffrance qui perdure jusqu'à 12 et 14 minutes parfois pour les bovins, au-delà de la shrita. Alors oui, c'est une méthode qui est très prometteuse et je voudrais l'expliquer davantage. Dans ce qu'écrit le grand rabbin Bruno Fison dans une interview dans Actualité juive, il dit pour nous, l'animal doit être conscient au moment de son abattage. Il ne doit présenter aucune trace de traumatisme. Et puis, puisqu'il parle, et qu'au moment où il parle des bovins, il dit que leur étourdissement préalable passe par un assommage qui laisse des traces au niveau de la boîte crânienne. Voilà pourquoi cet assommage n'est pas acceptable. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit tout à l'heure. Il a dit exactement le contraire, que des poskim, des décisionnaires acceptaient l'assommage. Que l'animal doit être conscient, c'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part que l'animal doit être conscient. Et il faut bien définir quelles sont les conditions de la halakha au moment où l'acte est produit pour que les choses soient conformes. Alors, juste avant d'aborder cet aspect, quelques réactions sur l'évaluation de la souffrance animale. Le rabbin Fison a parfaitement raison de dire que la manière de vouloir étourdir les animaux avant la saignée pose problème. Il y a des ratés, il a raison, et c'est un argument fort pour la défense de l'abattage rituel. Il a un pourcentage de 16%, moi j'ai un pourcentage de 7%, apparemment il y a des études qui sont différentes, mais c'est clair qu'il y a des échecs du tir au matador, la fameuse tige perforante dans la boîte crânienne, et par conséquent,
il est tout à fait raisonnable de dire avec le rabbin Fison que s'il faut poser d'une part l'abattage rituel classique et l'étourdissement avant la saignée, il y a matière à discuter pour savoir quelle est la méthode dans laquelle il y a le moins de souffrance animale. C'est un argument très fort qu'il faut retenir, même s'il peut y avoir des discussions sur les pourcentages. Mais le fait est qu'avec la méthode de l'abattage rituel, il y a chez un certain nombre d'animaux ce qu'on appelle des faux anévrismes, un phénomène qui provoque chez 16% des bovins, 25% des veaux, le fait que pendant très longtemps, ils gardent, pour un pourcentage assez significatif que je viens de dire, un important niveau de conscience et de nociception, c'est-à-dire de souffrance en pleine conscience, ce n'est pas en conscience superficielle. Et pour ça, il y a une raison anatomique que M. Fisson connaît, le rabbin Fisson connaît très bien, qui est le fait que les bovins ont une artère vertébrale, et cette artère vertébrale continue à alimenter par le sang le cerveau de l'animal. Alors, comme elle est moins importante, la grande majorité des bovins perdent largement conscience et après les premiers instants de la saignée. Mais pour ce qui est des études, jusqu'à 11-14 minutes pour environ 10 à 12%, là, le rabbin Fison disait même 16%, il y a conscience. Et 11-14 minutes d'agonie, mesdames et messieurs, chers amis, ce n'est plus acceptable au regard des normes de la modernité. Et quelque chose doit être impérativement fait au nom de la halakha, au nom de l'éthique juive, je ne dis pas au nom des pressions de tel groupe, Brigitte Bardot ou je ne sais qui, au nom de notre souci de Tsar Baalei Chaim, cette situation n'est pas tolérable s'il est vrai, et je vais essayer de le montrer maintenant, que l'abattage, plutôt le fait d'étourdir l'animal de façon post-jugulatoire est quelque chose qui est parfaitement acceptable du point de vue de la halakha. Quelles sont les conditions? Finalement, quand on les étudie, et là, je ne suis pas moi-même spécialiste, je me fonde sur des spécialistes. Je me fonde sur notamment les études du rabbin Israël Meir Levinger, qui était le Av Beis Din de Bâle et qui a produit de nombreux écrits sur l'abattage rituel. Je me fie sur l'étude du Sridei Esh, Yechiel Weinberg, qui a étudié longuement les conditions et les réquisites de l'abattage rituel, et leurs conclusions sont les suivantes. L'animal, au moment de l'abattage, doit être encore vivant. Et ça, c'est très important. On ne peut pas d'abord tuer un animal et puis le saigner. Ça, le rabbin Fison l'a rappelé tout à l'heure. Il a raison, ça pose des tas de problèmes, des problèmes sanitaires, mais aussi pour les raisons de la halakha, parce que tant que l'animal est vivant, le cœur pompe et donc évacue un maximum de sang. Et c'est une préoccupation fondamentale de la halakha, que nous n'avons pas le droit de consommer le sang, nous n'avons pas le droit d'avoir une emprise sur le sang. C'est quelque chose qui est sacré du point de vue du judaïsme. Et donc, faire en sorte qu'au moment de l'abattage, un maximum de sang soit évacué est une nécessité. Et voilà pourquoi on a raison de se battre pour que l'animal soit vivant. Mais ça, ce n'est pas contesté, puisque ceux qui veulent l'étourdissement acceptent aussi que l'animal soit vivant. Deuxièmement, il doit être en bonne santé. Alors là, c'est là qu'il faut être très précis, mais il n'est pas dit à aucun moment que l'animal doit être conscient. En fait, c'est quoi le risque? Le risque, c'est que l'étourdissement préalable tue, par exemple, dans certains cas, s'il est mal fait, tue l'animal, ou altère son état au point que l'on puisse douter que son cœur pompe suffisamment pour créer le flux sanguin. Alors, ça, c'est un risque. Le second, c'est que l'étourdissement
dissimule une fébrilité de l'animal et dont les signes se révéleraient au moment de l'abattage, parce qu'on verrait par exemple qu'il ne fait pas de convulsions, il n'y a pas les soubresauts, ce que la halakha appelle mefarkeset, et que ça peut être un signe de fébrilité qui rendrait l'animal non conforme. Et enfin, le troisième risque, c'est que l'étourdissement entrave la bonne effusion du sang lors de l'égorgement, de sorte que, selon l'expression de la halakha, le sang finit par être absorbé par les tissus. Or, la position claire du Rav Weinberg, c'est qu'il n'exclut pas de principe lui-même l'étourdissement avant l'abattage. Mais il dit, pour cela, il y aurait toutes sortes de précautions à prendre. Il faudrait s'assurer que l'animal ne soit pas fébrile, ce qu'on appelle mesoukenet. Et si c'est le cas, ben ces animaux qui sont suspects, il faudrait les écarter, et comme ça on écarterait une grande partie du problème. Mais il est clairement montré que l'étourdissement en soi, s'il est bien fait, ne tue pas l'animal. Et que, en tout cas, il est avéré qu'il n'altère pas l'écoulement du sang, et même, unanimement, toutes les études montrent que l'étourdissement de l'animal facilite l'évacuation du sang, et donc c'est plutôt un élément positif. Néanmoins, pour toutes les précautions que je viens d'évoquer, et aussi en raison des ratages que le rabbin Fison évoquait, de l'étourdissement, qui risque de créer ce qu'il appelle à juste titre la double peine, pour toutes ces raisons-là, il est mieux de ne pas provoquer l'étourdissement avant l'abattage. Par contre, il est tout à fait envisageable de le faire assez rapidement après l'abattage. Et voilà ce qui est tout à fait intéressant. Le rabbin Israël Meir Levinger, Av Bedin de Bâle, responsable de la cacheroute, rappelle la halakha que Moshe Isserlis avait évoqué, enfin que le rabbin Fison a évoqué à propos du rabbin Isserlis, qui écrit lui-même qu'après la shrita, si la bête tarde à mourir, on lui assène un coup sur la tête pour l'achever. Et ce n'est pas rédhibitoire. Donc c'est clairement explicite dans le Shulchan Arour. Le rabbin Levinger explique qu'après avoir eu une conversation avec le rabbin Shlomo Zalman Auerbach, qu'il autorisait un choc électrique après jugulation. Il fait état d'un tir perforant dans la boîte crânienne autorisé par le Rav Yitzhak Yaakov Weiss, le fameux Minchat Chinour, et que c'était mis en pratique à Manchester. Il signale qu'en Afrique du Sud, on tire après 20 secondes, mais que le Rav Glicksberg, qui était en marloquette à ce sujet, il disait non pas 20 secondes, mais 90 secondes. Mais sur le principe, ils étaient tous d'accord de le faire. À Melbourne, en Australie, la loi a exigé un étourdissement post-jugulatoire réalisé après 20 secondes. Et ça a été fait et c'est pratiqué sous l'autorité du Rav Beck. C'est tout ça, je cite le Rav Levinger. Aucun de ces décisionnaires n'évoque un problème d'entrave à l'écoulement du sang. Au contraire, l'exsanguination est améliorée par l'étourdissement. Il n'endommage pas le cœur et assure au contraire que les vaisseaux sanguins n'éclatent pas et imprègnent les chairs, même si l'animal ne bouge plus. Voilà, ce sont comme des textes très, très, très importants. Alors, reste le point de savoir, mais que provoque l'assommage? Est-ce que ça ne rend pas l'animal taref de lui avoir fracassé le crâne avec la tige perforante? Eh bien, la réponse des décisionnaires est assez claire. C'est que, pourquoi est-ce qu'ils ont tous accepté ces méthodes? Pour une raison simple, c'est que l'animal ici n'est pas disqualifié parce qu'il a un défaut accidentel, une malformation ou une pathologie. C'est l'opération même menée par ceux qui font la shrita qui provoque cette situation. Et elle se fait après le saignement. Or, on a un texte très clair de Maïmonide dans Ilchot Shrita qui donne tout à fait autorisation à
à agir sur le corps dès l'instant que la saignée a été opérée. Les vérifications qui se font après la shrita, ce sont des vérifications bien précises sur l'état de santé de l'animal, mais ce n'est pas le fait d'avoir percé le crâne qui en soi pose problème. On peut comprendre il est vrai que tel et tel décisionnaire va émettre un doute. Il dit peut-être qu'il y a une maladie du cerveau, peut-être que, mais ce sont des positions minoritaires qui, comme on le voit par les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, n'ont pas été retenues par de nombreux décisionnaires qui ont pris en considération la souffrance animale. Alors reste un dernier point que je voudrais soulever avant que le débat continue. Et pour moi, figurez-vous, c'est le point essentiel et qui n'a rien à voir avec la shrita. Je m'explique. Je me demande pourquoi, au consistoire, en tout cas selon la position qui a été adoptée jusqu'à aujourd'hui, on a choisi la stratégie du tout ou rien. Pourquoi n'a-t-on pas évoqué la shrita, l'abattage rituel, avec la possibilité d'étourdissement post-jugulatoire? Je ne le comprends pas parce que, je vais vous dire une chose, moi-même, j'étais en conversation avec Jean-Pierre Kiffer, qui préside l'œuvre d'assistance aux animaux d'abattage dont le rabbin Fison a parlé. J'ai parlé avec Frédéric Lenoir qui a mené toute une enquête là-dessus. Ils ont publié un article dans lequel ils ont dit explicitement qu'ils soutiendraient un abattage rituel dans lequel il y aurait, dans les secondes qui suivent l'abattage, un étourdissement qui abrégerait la souffrance animale. C'est-à-dire qu'on était près d'un compromis. Mais ce n'est pas cette stratégie-là qui a été choisie, c'est la stratégie du tout ou rien. Et ça, je vais vous dire une chose, c'est pour moi l'objet d'inquiétude, ce n'est pas une affaire d'halakha, c'est un prétexte, c'est une affaire sociologique, c'est une affaire anthropologique. C'est que depuis près d'un siècle, dans le monde orthodoxe, il y a une rivalité entre les ultras et les ultras d'entre les ultras. Et celui qui montrera la patte la plus noire est celui qui emportera la conviction. Celui qui optera la position la plus dure sera celui qui sera le plus cachère. Et cette espèce de menace subliminale, elle pèse aujourd'hui dans toutes les décisions de la halakha, que ce soit, par exemple, sur le fameux sujet des agunot, les femmes qui ne peuvent pas se remarier. Ça fait un siècle que les rabbins orthodoxes de grande stature, les plus créatifs, ont inventé des solutions pour dépasser ces problèmes. On en est toujours à des dizaines de milliers de femmes qui ne peuvent pas se remarier parce qu'il y a une asymétrie dans le droit juif concernant le mariage et qu'on ne pose pas les clauses qui ont été proposées par des grandes autorités rabbiniques. Mais je pourrais encore en trouver de très, très, très nombreux exemples dans lesquels, en matière de halakha, c'est plus dur. Et je voudrais illustrer ça par un dernier exemple. Je vais essayer vraiment d'être court. On a assisté il y a quelques semaines à la question de la lecture de la Megillah avec le problème du couvre-feu. Qu'est-ce qu'on fait? Normalement, on devait lire la Megillah la nuit. Et la question, le dilemme était le suivant. Où on accepte Zoom et là, on permet à des gens d'assister en temps réel à la Megillah, ou alors, et c'est la solution qui a été proposée par le consistoire, on va utiliser la clause de Plag Mincha, c'est-à-dire de 1h15 avant la tombée de la nuit, de pouvoir réciter la Megillah, avec le communiqué du consistoire qui dit que entre 5h01 et 5h25, le début de Plag Mincha, autrement dit, on avait 20 minutes, entre 15 et 20 minutes pour lire toute la Megillah de manière cachère, ou de faire Zoom. Eh bien, on a préféré la lecture en 15-20 minutes de la Megillah pour s'acquitter de la lettre, c'est-à-dire sur un plan formel, d'avoir lu l'entièreté de la Megillah sans être passé par un intermédiaire
audio qui est Zoom, alors qu'un bon nombre de décisionnaires, et non des moindres que je ne vais pas citer maintenant ici, ce n'est pas le sujet, ont expliqué que pour la Megillah, il était tout à fait acceptable de passer par ces moyens-là. C'était même didactiquement, pédagogiquement et réaliste, de manière réaliste, beaucoup plus performant de le faire de cette manière-là. Mais ce n'était pas possible. Et je vais vous dire pourquoi ce n'était pas possible. Rapidement, si possible, on reste dans le sujet et on redonne la parole au grand rabbin. Oui, on reste dans le sujet, mais on est dans le sujet. Parce que le sujet, pour moi, c'est la concurrence qu'il y a aujourd'hui de la surenchère à l'intérieur du monde orthodoxe qui fait que des autorités ne peuvent pas se faire entendre. Hein, et que, notamment parce que les Lubavitch, aujourd'hui, sociologiquement, constituent une menace sur le public, parce qu'ils prennent une grande partie du public, on ne veut pas avoir affaire, on ne veut pas être en reste par rapport à ceux qui posent les positions les plus dures, et donc on s'aligne sur les positions les plus intransigeantes. Alors moi, je termine maintenant, et je cède la parole, je dis simplement ceci. J'ai entendu aujourd'hui, dans la bouche du rabbin Fison, qu'il n'y avait pas unanimité, évidemment, et il n'y aura pas unanimité, mais qu'il y a matière dans le droit juif à avoir une position qui est une position intelligente et pertinente, qui permet la shrita, qui permet l'abattage rituel et qui, en même temps, veille à diminuer de manière très significative la souffrance animale. Alors, moi, je l'encourage et je le soutiendrai. Enfin, je ne suis pas grand-chose pour le soutenir, mais je suis convaincu qu'une grande partie du public sera sensible à cette position si elle est adoptée, et d'un point de vue stratégique, elle est sans doute beaucoup plus efficace parce que ce qu'on risque d'avoir, à vouloir tout ou rien, c'est qu'on va perdre sur tout le tableau. Merci de votre attention. Eh bien, merci, monsieur le rabbin, pour votre enthousiasme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, j'ai vu qu'il prenait des notes, redonner la parole au grand rabbin Fison, juste un petit moment si c'était possible, pour ensuite passer aux questions. Il y en a un certain nombre, et ce qui vous permettra de développer aussi un argumentaire. Merci. Bien, je voudrais effectivement reprendre la parole sur un certain nombre de points qui ont été évoqués. Bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire de la Megillah. Bon, c'est dommage, je suis un petit peu déçu qu'on termine un petit peu là-dessus parce que, bon, très franchement, il ne s'agit pas ici d'une opposition entre vous, Sir Alain Kriger, et puis le consistoire. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de réfléchir sur les modalités de la Shrita et comment effectivement se positionner par rapport à cela. Nous, on a lu la Megillah dans notre synagogue à Metz et j'étais très heureux d'avoir beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants en respectant les normes sanitaires. Effectivement, à partir de 17h30, c'était à 17h20 même, on n'a pas bâclé la Megillah, on l'a lu et on a eu la joie de se retrouver ensemble. Je ferme juste la parenthèse. Alors, je vais revenir sur un nombre de points et de fonds. Alors, premier point sur lequel je voudrais quand même revenir, c'est sur cette affaire d'agonie. Alors, vous avez parlé d'une agonie de 11 à 14 minutes. Et là, je suis un petit peu déçu que vous utilisiez cet argument qui est un des arguments principaux de l'OABA et de Jean-Pierre Kiefer, justement. Alors, effectivement, dans la littérature, et notamment, je reprends le rapport de l'INRA, il y a une publication qui parle de 11 à 14 minutes. Dans la plupart des cas, et croyez-moi, j'ai vu beaucoup d'abattages rituels, je suis allé dans un certain nombre d'abattoirs, j'ai pas mal vu des choses. On peut avoir effectivement des pertes de conscience. Si on utilise le réflexe cornéen qui sont à 2 minutes, 3 minutes maximum, et 14 minutes, moi, j'en ai pas vu. Donc là, déjà, il faut faire attention aux arguments qu'on utilise, surtout les arguments qui sont portés par nos adversaires. Alors, vous avez parlé avec Jean-Pierre Kiefer. Oui, tout à fait. Moi, j'ai longuement jouté, si on peut dire, avec Jean-Pierre Kiefer. Je n'ai absolument pas confiance en Jean-Pierre Kiefer ni dans l'OABA. La preuve, nous sommes donc, je reprends, c'est récent, les faits me donnent raison. Nous sommes dans un groupe de travail sur l'abattage rituel ou l'abattage sans étourdissement préalable. Jean-Pierre Kiefer est présent, l'OABA est présent et on discute, on parle, on réfléchit de pistes possibles. Pendant que nous discutions et qu'effectivement les membres, le président du comité national des abattoirs, son vice-président qui est le professeur Lenain, qui sont quand même des
des sommités dans ce domaine, essayent de réfléchir et de faire avancer les choses. Pendant ce temps, eh bien, en grand secret, l'OABA prépare sa campagne. L'OABA n'est pas intéressé à un compromis à l'heure actuelle. Et ce qui risque d'arriver, c'est qu'effectivement, si on recule, eh bien, on va reculer totalement. Et à un moment donné, ce que souhaitent ces organisations, c'est vraiment d'imposer un étourdissement préalable et donc, de facto, d'interdire la shrita. Alors, c'est pour ça qu'effectivement, il y a des possibilités d'avancer, de réfléchir, mais il faudrait qu'on ait en face de nous des gens qui soient sincères et ils ne le sont pas. Je suis désolé de le dire. Ils ne sont pas fiables. Ils sont pas fiables. Cela a beaucoup surpris et même choqué le président du Comité national d'éthique, les scientifiques présents. Cela a également choqué les gens de la filière bovine. Les gens de la filière bovine qui vont mettre une protestation alors qu'on est en train… et qui sont aussi intéressés à un compromis, bien sûr, et à un consensus. Mais ils sont choqués par cette attitude. Donc, il faut savoir qu'on a des adversaires implacables. En Belgique, il n'y a pas eu de recherche de compromis. Alors, que vous me dites qu'effectivement, dans le monde ultra-orthodoxe, il y a des jusqu'au-boutistes, certainement, je suis d'accord avec vous. Mais il faut faire extrêmement attention par rapport à nos interlocuteurs. Je voudrais revenir également sur les… Alors, pour le coup, là, évidemment, et je vous remercie d'en avoir parlé, puisque je l'aurais fait moi-même, sur les poskim, c'est-à-dire les décisionnaires qui ont réfléchi sur les possibilités d'étourdissement préalable et d'étourdissement post-jugulation, donc après la shrita. Moi, j'ai cité, vous ne l'avez pas fait, mais le Igrot Moshe, Rabbi Moshe Feinstein, effectivement, il parle de 30 secondes. Il parle, lui, de Maca, donc comme le Réma le faisait au XVIe siècle, donc c'est quelque chose qui ne serait pas traumatisant et qui donc, ne perforerait pas la boîte crânienne. Alors, une précision quand même, parce que peut-être tout le monde n'a pas compris et il y a peut-être une confusion à ce niveau-là. Lorsqu'on parle d'étourdissement préalable, c'est-à-dire notamment du pistolet à tige perforante, cela induit donc des lésions chez l'animal, le rendant taref. Pourquoi? Parce qu'on est avant la shrita, bien sûr. Et c'est une blessure qui est là irréversible, qui va entraîner la mort de l'animal, et donc l'animal est vraiment taref. En ce qui concerne l'électronarcose, l'électricité, donc le courant électrique appliqué à l'animal également avant la shrita. Et vous l'avez évoqué, le Sri des Esch, le Rav Weinberg en a très longuement parlé, ça fait pratiquement la moitié de son livre. Et alors, il faut rappeler, c'est intéressant, dans quelles conditions, évidemment, il a fait ça. C'est assez terrible, puisqu'on est dans l'Allemagne nazie, qui, comme première mesure, veut imposer cette mesure-là. Donc, lui, il essaye de réfléchir, parce que peut-être on va trouver un moyen, une possibilité de permettre l'étourdissement préalable parce qu'on ne peut pas laisser les gens sans viande. À l'époque, on pensait qu'effectivement, les malades, les personnes âgées avaient besoin de viande pour manger et qu'il y avait une sorte de chat à trac, c'est-à-dire de cas de force majeure. Alors, le Sri des Esch, il rapporte un certain nombre d'études scientifiques, c'est très intéressant, sur lesquelles on peut se baser. Et il dit très clairement, il le reprend dans son introduction, et je parle toujours d'un étourdissement préalable. Il dit que si, effectivement, le courant électrique est appliqué de façon à faire perdre conscience à l'animal, c'est-à-dire de façon assez intense, eh bien, il y a des lésions au niveau du cerveau et des poumons, et il parle de safek tréfa, qu'il y a une possibilité que l'animal soit tréfa, c'est-à-dire qu'il ait des lésions le rendant donc impropre à la consommation. Et donc, effectivement, sur ce statut-là, bien que, et vous avez raison de le dire, il a évoqué la piste, il en a même parlé, il s'est bien sûr heurté à l'époque aux grands de l'époque, aux rabbins de l'époque qui n'ont pas voulu entendre parler, notamment le Rav Chaim Oizer Grozinski, qui en Lituanie il était à Kovno, pardon, donc s'y est opposé, mais finalement, dans son introduction et dans son livre, le Sri des Esch, il explique pourquoi ce n'est pas possible, pourquoi c'est une impasse. Sur l'étourdissement après la shrita, effectivement, ce sont deux poskim, mais c'est tout à fait vrai, on considérait que c'était une option, c'était une possibilité. Mais cette réflexion-là, ils l'ont posée, et c'est ce qui est pratiqué, vous l'avez rappelé, aux Pays-Bas, en Autriche. Il y a un certain nombre de précautions quand même à prendre dans cette méthode-là. Il y a la nécessité, beaucoup l'expliquent, j'ai une Shela ou Tchouva d'un Dayan qui m'a écrit cela, donc il faut laisser la possibilité d'abord à ce que la saignée puisse se faire de façon
majoritaire. C'est le premier point. Même si, et vous avez raison de le dire, l'assommage de l'animal peut même accélérer cette saignée. Tout à fait d'accord, et qu'il n'y a pas vraiment de risque de sang qui stagne ou qui pourrait rentrer dans les membres. Mais un certain nombre de décisionnaires considèrent qu'il y a une sorte de garde-fou. Il faut que, disons, le processus naturel puisse se produire. C'est pour ça qu'on parle d'assommage après 30 secondes, 45 secondes, voire certains même disent 90 secondes. Il y a une discussion. Pour notre part, il faut le dire, lorsque l'animal ne montre encore des signes de conscience, c'est-à-dire le réflexe conéen, eh bien, à 90 secondes, c'est une chose admise, qu'on applique le matasome, c'est-à-dire qu'on assomme l'animal, et ça se fait. Ça se fait aujourd'hui dans les laboratoires français à 90 secondes. On pourrait discuter à ramener ce temps à un temps plus court, comme le disent certains décisionnaires. C'est une réflexion, et c'est pour ça que je parle de pistes et de possibilités d'avancer dans ce domaine. Mais il faut faire très attention aussi à un point. Et on parle ici de tactique, de stratégie. Si on considère que l'étourdissement n'est pas la panacée, mais qu'il peut aussi être engendré un certain nombre de souffrances, en reculant, en abdiquant tout de suite, en se disant, voilà, on est d'accord pour un étourdissement qui suivrait la shrita, quelque part, on admettrait que la shrita est une méthode épouvantable et bien pire que les méthodes traditionnelles ou conventionnelles. Or, ce n'est pas forcément démontré. Encore une fois, il y a des débats scientifiques, cette fois-ci, pas à l'Afrique, mais des débats scientifiques qui le montrent. Mais il est vrai, et vous avez tout à fait raison, qu'au pays, moi, si je vais à Amsterdam, je mangerai la viande, pour moi, elle est parfaitement cachère. Si je vais à Vienne, en Autriche, je mangerai la viande, elle est parfaitement cachère. De même, en Australie, ça se pratique dans un certain nombre de pays. Dernier point qui me paraît également extrêmement important, c'est sur un point intéressant, c'est la particularité des bovins, vous l'avez évoqué, de cette artère vertébrale, donc qui est une artère qui vient alimenter le cerveau à l'arrière, donc de l'arrière du cou, dans la nuque de l'animal, et donc qui n'est pas sectionnée par la shrita. Vous avez parfaitement raison, cette artère continue à alimenter le cerveau. C'est une particularité des bovins qui fait qu'ils peuvent mettre un peu plus de temps à perdre conscience. Sauf qu'il a été montré également dans un certain nombre de publications scientifiques que le simple fait de faire la shrita et de provoquer une hémorragie massive, donc une différence de pression, il y a entre cette artère vertébrale et les carotides des anastomoses, et le sang, souvent, au lieu d'aller vers le cerveau, va se diriger plutôt vers la carotide sectionnée grâce à cette anastomose qui se trouve au niveau du cou de l'animal. Donc, vous voyez, les choses ne sont pas si claires, hein, les choses ne sont pas si évidentes. Shrita ne veut pas dire automatiquement plus de souffrance. C'est là-dessus que je voudrais faire vraiment toucher du doigt les uns et les autres. Il y a encore une fois un débat au niveau scientifique à ce niveau-là. Alors, c'est vrai qu'on est assez peu entendu. C'est vrai qu'en Europe, on a beaucoup de publications contre nous, je le dis, et que la tâche est assez ardue, mais on essaye d'apporter d'autres éléments scientifiques dans notre réflexion. Enfin, sur un point que vous aviez relevé, alors j'avais peut-être dit, c'est probablement, certainement, que l'animal devait être conscient. Alors, la problématique, en fait, vous le savez, c'est qu'on a un souci par rapport à un animal, et vous l'avez dit également, qui est mesoukenet, qui est en danger. Un animal qui est en danger, si un animal est en danger, il faut qu'on ait des réactions, il faut qu'on ait un pirkous. Si c'est dans le Shulchan Aruch, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des mouvements. Alors le Shulchan Aruch définit le code de loi exactement ce que c'est ces mouvements. Alors on rentre dans le technique, je m'excuse pour les auditeurs, mais c'est en cela qu'il faut faire extrêmement attention. Un animal qui a subi un étourdissement préalable et pour être considéré comme mesoukenet, donc comme en danger. Et donc il faudrait des mouvements de cet animal. Et là, on se retrouve dans une problématique, notamment par rapport à l'étourdissement préalable à la shrita. Donc, pour nous résumer, et pour bien être clair, en ce qui concerne l'étourdissement préalable à la shrita, même avec les réflexions du Rav Weinberg dans les années 30, enfin 35, même avec les réflexions du Rav Weinberg, c'est quelque chose qui nous apparaît totalement impossible, c'est-à-dire que vouloir imposer l'étourdissement préalable avant la shrita revient à finalement interdire la shrita
à nos communautés. C'est ce qui a été fait en Belgique, où il n'y a pas eu du tout de réflexion sur le post-jugulatoire. Sur le post-jugulatoire, eh bien, ça a été accepté, donc il y a des décisionnaires qui l'acceptent, ça a été accepté dans certains pays, notamment aux Pays-Bas et en Autriche. Chez nous, c'est l'objet d'une réflexion, mais comme je l'ai dit lors de la dernière réunion, nous, on ne discute pas sous la menace ou sous la contrainte, avec un OABA qui cherche purement et simplement à nous interdire l'abattage rituel. J'ai très peu de confiance. Permettez-moi, j'ai une longue expérience des débats avec ces gens-là, très courtois d'ailleurs, on ne s'étripe pas si je peux m'exprimer ainsi, mais j'ai assez peu de confiance vis-à-vis de ces organisations-là. Voilà. Vous permettez, merci, si vous m'entendez. On va passer aux questions. On va essayer d'avoir des questions courtes avec des réponses le plus court possible. J'aimerais beaucoup intervenir par écrit Emmanuel Cohen-Larocque. Donc, si vous pouviez mettre votre micro, Emmanuel, et poser votre question. Ensuite, éventuellement, peut-être demander l'avis du consistoire à Élie Corchia, s'il souhaitait intervenir. Et puis d'autres questions au fur et à mesure. Et si vous permettez, puisque le rabbin Fisson a eu l'occasion de réagir à mon propos, moi j'aimerais aussi réagir au sien, mais je ne veux pas prendre la parole à d'autres. Donc, à un moment donné, quand ça sera possible, redonnez-moi la parole. Allez, OK, vers la fin. Donc, Emmanuel, si vous voulez intervenir. Merci, Abi. Tout d'abord, on a eu un débat d'un très haut niveau et vraiment, je tiens à saluer, même s'il était contradictoire, à saluer les intervenants. Pour moi, on a vraiment deux débats. On a un débat qui est politique, irrationnel, passionnel, et on a un débat qui est éthique, halachique, religieux d'un autre. Si on se tient au débat halachique, finalement, autant on a 9 versets dans la Torah qui nous interdisent de manger de la viande, on a du sang, on n'a qu'un seul verset qui est l'Exode 22, 31, qui nous précise que vous devez être des êtres saints devant moi, vous ne mangerez donc point la chair d'un animal déchiré dans les champs, vous l'abandonnerez aux chiens. Voilà, c'est à peu près le seul texte dans la Torah qui mentionne cette interdiction de manger d'un animal déchiré. Ma question, c'est est-ce que le matador ou une méthode similaire peut-elle être assimilée à une notion d'un animal déchiré, trouvé mort, probablement mort de la maladie ou abattu par d'autres animaux, qui a traîné dans des champs pendant 3 jours? Est-ce qu'on peut considérer que c'est la même chose lorsque, dans un process qui est immédiat, on utilise 2 méthodes successives pour s'assurer finalement de l'absence totale de douleur? On sait très bien que chez les bovins, ça peut durer jusqu'à 2 minutes, ça s'est démontré. 14 minutes, c'est plus dubitatif, on est bien d'accord. Moins de 2 minutes, c'est aussi dubitatif. On a une Torah qui nous donne une avance considérable en matière d'éthique, en matière de respect de l'écologie et des animaux. On a l'interdiction de labourer avec un âne et un bœuf attelés ensemble. On a d'autres interdictions comme ça. Pourquoi ne pas, au contraire, saisir cette opportunité pour démontrer que le judaïsme est en avance sur la pensée commune et accepter de faire un pas dans ce sens et de faire un pas au-delà de ce qui est demandé, puisque de toute façon, d'un point de vue au niveau de la Torah, rien ne nous empêche de faire les pratiques que l'on a mentionnées. Bon, peut-être Rabin Krigé, en même temps, si vous voulez développer, mais si ça pouvait être assez rapide, qu'on puisse… Alors, je vais essayer d'être rapide. Les mots qu'on vient d'entendre sont superbes parce que c'est exactement ça que je voulais souligner. Merci Emmanuel. Le judaïsme doit être à l'avant-garde. Il a des bonnes raisons d'être à l'avant-garde. Et la double procédure qui consiste à faire et l'abattage rituel et l'étourdissement post-jugulatoire est la meilleure garantie pour maximaliser la condition de l'animal et pour permettre pour nous l'évacuation du sang. Moi, je suis heureux d'entendre le rabbin Fisson parce qu'en réalité, quand on y réfléchit, nos positions sont très très proches l'une de l'autre. La différence, c'est une question de stratégie. C'est qu'il craint que si on évoque le mot étourdissement, qu'on va se pénaliser et qu'on va admettre l'échec de l'abattage rituel. Moi, je crois que c'est une erreur. C'est une erreur stratégique. On aurait dû, dès le départ, dire que nous avons la meilleure méthode parce que nous évitons les ratages de l'étourdissement et que très très rapidement, dans les quelques secondes, les 20, 30, 40 secondes à définir, on met fin aux souffrances animales. On aurait prouvé qu'on est à l'avant-garde. Quand on dit qu'on ne veut pas travailler sous la pression, moi je comprends bien, mais le rabbin Fisson se souvient
que ça fait 10 ans que j'ai publié dans la revue semestrielle du droit animalier un article et je demandais un moratoire pour qu'on ait le temps de réfléchir. Mais pendant tout ce temps, le consistoire n'a jamais accepté le principe d'un étourdissement post-jugulatoire. Il a toujours tenu la position du seul abattage rituel sans compromis possible. Et bien ça, c'était l'erreur à ne pas commettre. Je n'accepte pas l'argument de la planche savonneuse que si on fait une concession, on est perdu. Non, ce n'est pas une concession puisqu'on défendait l'abattage rituel. Et je vais vous donner, pour terminer, un dernier argument, c'est que la civilisation occidentale, elle se permet des choses aussi pour ses propres valeurs. Prenez les sports violents. Est-ce que la boxe est un sport acceptable dans la civilisation? On accepte que les gens s'infligent des coups. Eh bien, ils doivent pouvoir comprendre que dans la tradition juive, pour nous, la saignée, c'est quelque chose de très, très important. Et la société peut accepter que pendant 20 secondes, 30 secondes, l'animal ne soit pas complètement inconscient. Moi, je crois qu'il faut continuer à dialoguer. Moi, j'ai trouvé une oreille ouverte. Et je pense que s'ils avaient vu en face des personnes qui mettent en avant les questions éthiques, nous aurions eu beaucoup plus de chance. Le fait est que la stratégie n'a pas marché, puisque dans plein de pays maintenant, l'abattage rituel est en danger. Moi, je propose vraiment d'y réfléchir à nouveau frais. Emmanuel nous écrit que l'hypovolémie est une mort douloureuse pour tout être vivant. Je ne sais pas si Emmanuel, vous vouliez… peut-être répondre sur l'hypovolémie, peut-être. Et aussi, voilà, à vous. Et après, j'avais demandé si Élie Corchia voulait intervenir. Alors, 2 points. Sur l'hypovolémie, alors, ce n'est pas un problème d'hypovolémie. Il faut bien comprendre… J'expliquais une problématique liée à l'artère vertébrale. Et il faut comprendre que l'effet de la shrita, c'est que le sang n'est plus apporté au cerveau, donc il n'y a plus d'oxygénation du cerveau, ce qui met hors jeu les neurones et qui induit une perte de conscience. Et la discussion est le temps de cette perte de conscience. C'est ça qui se passe au niveau de la shrita. C'est ça l'argument principal. Ce que je disais simplement, c'est que l'artère vertébrale, voyant son sang dirigé plutôt vers les carotides sectionnés que vers le cerveau, eh bien, la mise en jeu, il n'y a pas un impact très important sur le retardement, si on peut dire, de la mise en jeu des cellules cérébrales des neurones. C'était ça dont je voulais parler par rapport à l'artère cérébrale. Je ferme cette parenthèse. Alors, oui, d'abord, je voulais dire, je suis très heureux de dialoguer avec le rabbin Kriger ce soir. D'abord pour une raison, et je voudrais lui en rendre hommage. Il a, durant ces années, fait valoir ses idées, mais il n'a jamais, et vraiment, je voudrais vraiment le remercier, gêné notre action. Il n'a pas, disons, porté une parole contradictoire qui aurait pu gêner notre action. Et ça, je voudrais vraiment lui en rendre hommage, conscient effectivement des enjeux importants, même si on peut avoir des divergences sur certains points. Ce soir, on a vu qu'il y a plutôt des convergences d'ailleurs. C'est intéressant. Donc, pardon, excusez-moi, monsieur Emmanuel Cohen-Larocque, je croyais que c'était… Voilà, tous mes excuses. Hein. Donc, voilà, donc je voudrais lui en rendre hommage pour cela. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que… Alors, est-ce qu'on a eu un échec ou pas? Alors, ça dépend comment on prend les choses. Au niveau européen, Sani, au niveau des institutions européennes, le combat n'est pas nouveau. 2009, 2013, on a plutôt des succès, puisque l'Europe, dans l'institution européenne, nous permet de continuer la shrita. Je parle de l'institution européenne, et j'ai plaidé cela devant différentes commissions et commissions d'agriculture, des centaines de députés. Donc, on a plutôt une réussite par rapport à cela. La seule chose qu'on n'a pas réussi, mais c'était impossible, c'était ce qu'on appelle le principe de subsidiarité des États. C'est-à-dire que chaque État peut avoir sa législation propre et la Belgique, bien sûr, l'a utilisée. Alors ensuite, est-ce qu'on a eu des échecs? Je ne crois pas quand même. On a sont de réussite. Je reprends l'Autriche, je reprends les Pays-Bas. Alors, c'est un compromis là-bas, certes, mais on y est arrivé. En Belgique, à aucun moment il n'y a eu… Alors,
encore une fois, on n'a pas été partie prenante, mais à aucun moment il y a eu de possibilité de négociation sur une post-jugulation. Ça n'a pas été évoqué. Il y a eu vraiment une décision extrêmement ferme, extrêmement rapide du Parlement flamand et wallon, des parlements flamands et wallons, vraiment pour imposer un étourdissement préalable. Donc là, je ne sais pas ce que cela aurait donné. Quant à la France, jusqu'à présent, on a quand même, et c'est vrai que c'est une discussion politique, mais en France, on a quand même un certain succès puisque, quelles que soient les motions ou les velléités d'interdiction dans les différents parlements, eh bien, on a tout de même réussi jusqu'à présent à préserver l'abattage rituel. Donc, alors, est-ce qu'il faut être plus proactif sur le bien-être animal? Certainement, certainement. Je suis d'accord avec vous, monsieur Alain Krieger, je suis certainement d'accord avec vous qu'on est peut-être trop passif sur cela et qu'il faut être une force de proposition, que ça va être de plus en plus difficile. Ça, je l'admets bien volontiers. Juste un point quand même qui me paraît important, puisqu'on a évoqué la décision de la Cour de justice européenne. Il y a quand même quelque chose qui est extrêmement choquant dans cette décision de justice. C'est d'abord qu'elle puisse dire que l'étourdissement préalable, je parle d'étourdissement avant, préalable réversible, c'est-à-dire l'électricité, est acceptable par les communautés religieuses. Alors, je ne vois pas pourquoi la Cour de justice européenne viendrait se mêler de halakha, de droit juif ou ailleurs de droit musulman en nous disant vous pouvez l'accepter, c'est conforme. Déjà, ça c'est quelque chose, c'est une ingérence qui n'est pas du tout acceptable. Demain, la Cour de justice européenne pourra s'ingérer, pourquoi pas, sur la Brit Mila, pourquoi pas. On a déjà eu des alertes assez chaudes, notamment en Allemagne. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement inquiétant. Et le deuxième point, c'est la problématique de la chasse. Lorsqu'on a évoqué la problématique de la chasse, alors je ne sais pas si les avocats du consulat de Belgique avaient raison de le faire ou pas, bon, en tout cas ils l'ont fait. Dans la décision de la Cour de justice européenne, on fait la distinguo entre la chasse et d'ailleurs les activités culturelles, donc la corrida et sportive, qui font partie du patrimoine européen, et l'abattage rituel. Et ça, c'est grave. Ça, c'est extrêmement grave. C'est une décision qui est inacceptable. Que la Cour de justice européenne dise le droit, c'est-à-dire, écoutez, il y a un droit à la subsidiarité, la Belgique peut faire ce qu'elle veut. Messieurs, vous n'êtes pas contents du consulat de Belgique, ok, mais voilà, nous, on applique le droit. La Belgique a le droit de décider d'interdire l'abattage rituel. C'est comme ça que les choses ont été votées. Mais pas du tout. Elle vient faire une sorte de morale ou de proposition religieuse, et ça, ce n'est pas acceptable. Et elle fait le distinguo entre la chasse, qui, elle, serait tout à fait acceptable, pas parce que les animaux souffrent moins, c'est pas ça, c'est parce que c'est une activité culturelle qui fait partie du patrimoine européen. Donc, il y a vraiment quelque chose de très, très choquant. Voilà, je m'arrête là, on va laisser la place aux questions. Je suis très bavard. Merci. Donc, y a-t-il une question? Si quelqu'un a une question, qu'il ouvre son micro. J'avais proposé à Élie Corchias, il est toujours là. Oui, bien sûr, je suis là. Je voudrais vous dire d'abord un grand bonsoir à tous. Bien évidemment, Albi, Erika Wizard, tous ceux et toutes celles qui sont ici présents, et Bruno Fison et Rivonne Crichier. Moi, j'ai écouté avec attention tout ce débat qui s'est passé dans une ambiance tout à fait constructive, donc ça fait plaisir, ça montre qu'on peut avoir, et je pense que c'est la force de notre institution, de pouvoir débattre, de pouvoir converser, même si on n'est pas d'accord sur certains points, mais de façon parfaitement constructive. Je ne sais pas si on a tout à fait conscience de la chance que nous avons en France, et je le dis, alors il va juste peut-être se coucher les oreilles 2 petites minutes, le grand rabbin Bruno Fison, mais d'avoir dans notre pays, grâce au consistoire et grâce à un grand rabbin vétérinaire comme lui, quelqu'un comme le grand rabbin Fison pour porter la voix du judaïsme français sur cette question extrêmement technique qui est celle de l'abattage rituel, alors qu'on sait très bien qu'il y a une nuance, et l'OABA en est un exemple très significatif, qui souhaite en fait revenir tout simplement sur le fait que nous puissions continuer l'abattage rituel tel que nous le pratiquons en France. Sur le bien-être animal, il n'y a pas de difficulté. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Rivonne Crichier. On est dans une société qui évolue beaucoup sur cette prise de conscience et on doit, nous aussi, faire plus, faire davantage sur la prise en considération du bien-être animal. Mais si j'ose dire, c'est ce que j'ai toujours entendu dire le grand rabbin Bruno Fison. Parce que lui, il n'a pas parlé jusqu'à présent. J'ai déjà assisté depuis 2008 à des discussions ministérielles à ses côtés. Je peux vous dire que je l'ai toujours entendu parler
comme un grand rabbin représentant le consistoire de France sur ces questions, mais aussi à chaque fois comme un vétérinaire. Et c'est ça sa force. Parce que moi, je n'improvise jamais dans les débats, ni grand rabbin, ni dayan, ni vétérinaire sur cette question-là. Donc, c'est une force pour nous et je voudrais vraiment le redire à chacune et à chacun qui nous entend ici. C'est la chance d'avoir une parole qui est portée par cette double casquette d'un grand rabbin qui représente depuis des années le rabbinat français, le judaïsme français sur cette question, mais aussi un vétérinaire qui sait, quand il parle aux autorités, ce que c'est que le bien-être animal et de ne pas faire souffrir les animaux. Je voudrais dire aussi un point, et ça je suis content qu'il en ait reparlé il y a quelques instants, le rabbin Fison, parce qu'en tant qu'avocat et en tant que représentant du consistoire, je l'ai analysé, cette décision de la Cour de justice européenne. Effectivement, il y a deux choses qui sont assez frappantes. La première, ça a été très bien expliqué par le grand rabbin Fison, on met en parallèle, par exemple, la souffrance que l'on va avoir dans le cadre de l'abattage rituel, mais on la met en parallèle avec la chasse, par exemple, ou la corrida, en parlant de culture qui permettrait sans aucun problème, aucune discussion là pour le coup, la chasse ou la corrida. C'est effectivement particulièrement choquant parce que si on parle du bien-être animal et de la réflexion sur ce sujet, on ne peut pas le faire pour certains sujets qui toucheraient à l'abattage rituel et pour d'autres s'en abstenir complètement. Donc rien que sur ce point, je pense que la décision de la Cour de justice européenne est très très contestable. Et puis le deuxième point, c'est que nous n'avions pas de relais suffisamment Un problème pour porter la parole sur ce sujet en Belgique. Et c'est la grande différence, et il faut le dire, et je veux le dire devant le grand rabbin Fison qui travaille sur ce sujet au quotidien. La force que nous avons et la chance que nous avons en France, c'est que nous sommes très présents, très actifs sur ce sujet depuis des années, ce qui n'était pas le cas en Belgique. Et il faut que celles et ceux qui nous écoutent ce soir comprennent que lorsqu'on n'est pas suffisamment présent sur un sujet, eh bien on prend le risque à un moment donné, face à des opposants, eh bien, on prend le risque à un moment donné de se retrouver avec des décisions très dangereuses comme celle qui a été rendue en Belgique, ce qui montre qu'à l'échelle de la France, mais d'autres pays aussi, le fait d'avoir des représentants forts sur ce type de sujet eh bien, nous permet de pouvoir aujourd'hui conserver la possibilité de manger cachère et d'avoir de l'abattage rituel, de la shrita sur le territoire français. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots et je vous remercie, que ce soit Yvonne Crigier, Bruno Fison et les organisateurs de ce Zoom, de nous avoir permis de discuter sur ce sujet qui est important, à la fois sur un domaine éthique, politique et évidemment aussi, par essence, religieux. Merci Elie. Une question, Paul Bramy aimerait intervenir. Donc Paul, tu branches ton micro. Oui, c'est bon. Oui. Donc, je rappelle, Paul Bramy est aux Canaries, c'est ça? Oui, c'est ça, à Las Palmas. Je vous ai mis en arrière-plan une photo de la plage de Las Canteras, qui est à Las Palmas, la capitale de l'île de Grande Canarie. Je suis très heureux d'être avec vous. Je vous remercie de m'y avoir invité encore une fois. Et je voudrais remercier, à part les membres de la communauté et de Bordeaux, qui me permettent l'accès, qui offrent des conférences d'excellent niveau, bien entendu, et qui nous touchent de très près à tous. Je voulais remercier les rabbinim qui sont intervenus de façon très intéressante et incisive tous les deux. Je me suis permis de faire une remarque, j'ai envoyé ça à tout le monde, se référer aux travaux de Temple Grandin, qui a été cité, qui a été étudié par Oliver Sacks, un neuropsychiatre, je crois qu'il doit être décédé ou il serait pas loin de décéder, le pauvre, d'une longue maladie, enfin bref, qui avait fait référence au bien-être des animaux et à la souffrance des animaux. Et donc, il serait intéressant je ne sais pas comment les rabbinim en France plantent le décor, quels sont les arguments présentés aux autorités sanitaires ministérielles.
Mais le mot souffrance est un mot difficile d'emploi qui décrit un aspect, qui décrit un émotionnel, qui décrit un aspect psychologique et émotionnel. Or, il faudrait aussi arriver à pouvoir utiliser un vocabulaire un peu plus technique, un peu plus neutre, moins émotif, qui fasse appel moins à l'émotionnel du public, parce qu'ici, il s'agit d'un problème sociétal, comme disait le Rav Frigier, c'est un problème anthropologique et sociétal. Et pour reprendre un des commentaires que j'ai fait, problème anthropologique et sociétal, j'y vois derrière, bien entendu, une avancée de l'antisémitisme et encore plus loin que l'antisémitisme, l'anti-religiosité et cette espèce de volonté des sociétés occidentales, de la société occidentale dans son contexte, dans son ensemble, d'éliminer le fait religieux, de rendre les gens comme des numéros, des individus sans spécificité. Donc là, ici c'est un autre aspect qui est à traiter. Et là, franchement, contrairement à ce que disait le Rav Frigier, et je suis désolé d'avoir une opinion qui ne soit peut-être pas celle qu'il aurait voulu entendre, je trouve très bien, très intelligent que les autorités au niveau consistorial aient fait durer la partie, entre guillemets, ce qui n'est pas une partie, bien entendu, ce n'est pas un jeu, de cette façon, essayer de négocier sans rien lâcher, parce que, effectivement, il y a toujours un risque à négocier sans rien lâcher, mais quand on négocie avec des gens qui ont un double langage et une arrière-pensée destructrice de notre identité et de notre religiosité, il est particulièrement difficile d'avancer ses pions et sur l'échiquier. Donc là où je serais peut-être, et c'est là peut-être une suggestion, mais je suis loin, je sais plus ou moins comment ça se passe en Espagne, mais pas en France. Je proposerais peut-être de faire peut-être plus appel à ce qui est la souffrance, ou en tout cas le bien-être, plus exactement, des animaux avant d'arriver à l'abattoir, parce que le dernier acte, c'est celui qui reste dans beaucoup d'esprits, parce qu'il y a les cris des animaux, les soubresauts, c'est quand même quelque chose effectivement de terrible. Et oui, le Rav Frigier le décrit très bien et dit qu'il faut faire un pas, progresser. Je suis de cet avis. Mais si par contre, la première phase, c'est-à-dire les animaux conduits à l'abattoir, les animaux traités avant d'arriver à l'abattoir, se faisaient d'une façon un peu plus humaine, parce qu'on projette l'humain sur l'animal, peut-être qu'il y aurait moins de rejet envers la shrita. Et je suis désolé d'avoir été aussi long. Merci, Albi. Merci, Paul. Soit une réponse ou sinon, passe à une autre question. Avant de laisser il est déjà 19h35. Juste, voilà, vraiment une petite réflexion. Oui, je souscris à ce qui a été dit, pas en totalité. Il faut faire attention sur l'argument de l'antisémitisme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des arrière-pensées, qui viennent nous interdire la shrita avec des arrière-pensées, ça existe. Par contre, les organisations de défense des animaux, je ne suis pas persuadé qu'il y a un arrière-fond d'antisémitisme. Je pense qu'ils sont sincèrement convaincus de défendre la cause animale. Je le dis, ça me dessert plutôt, mais enfin, je pense que c'est la réalité. Par contre, je pense qu'effectivement, en tout cas pour l'OABA, ils ne sont pas très honnêtes et qu'ils jouent double jeu. Ça, pour moi, c'est extrêmement clair et on en a vu l'illustration. Mais attention avec l'argument de l'antisémitisme, c'est à manipuler. Voilà. Il y a des gens qui ont des arrière-pensées. Si vous dites l'extrême droite, bien sûr, l'extrême droite, le Vlaams-Blok dans le Parlement flamand, évidemment, c'est pour frapper les musulmans, on est un dégât collatéral, ou même frapper les juifs, pourquoi pas. C'est clair, là-bas, c'est clair. En France, je serai plus modéré. Après, on va voir ce que vont dire les partis d'extrême droite. Mais voilà, il y a des gens qui veulent défendre sincèrement les animaux. Il y a des gens qui ont des arrière-pensées. Donc, il faut faire attention un peu à ça. Puis, je voulais profiter juste. Alors, ça n'a rien à voir, mais je voulais saluer le rabbin de Bordeaux, mon ami Moshe Taïeb, que je n'ai pas salué,
Donc voilà, je le salue très fraternellement. Je lui avais demandé éventuellement si vous aviez une question, M. Tayeb. Non? Bon, je ne sais pas s'il est toujours branché. Simplement. Bonsoir à tous, bonsoir Bruno, bonsoir Yvonne, merci et bonsoir Elie ainsi que tous les participants. Très heureux de ce débat extrêmement constructif et vous ne pourrez qu'aller dans le sens des propos de mon ami Elie sur la qualité de la réflexion qui nous a été proposée ce soir et la connaissance que je ne doutais pas pour Bruno, que je ne savais moins pour Yvonne, effectivement, sur le sujet et qui nous permettent non seulement de dépasser le problème non seulement de halakha, mais véritablement un problème d'éthique, un problème extrêmement contemporain. Et c'est bien qu'on puisse, dans le cadre de Bordeaux, eh bien, avoir des débats de cette hauteur et de cette qualité qui nous ouvrent justement sur ces problèmes de société. Mais je reste convaincu aussi qu'il faut être extrêmement vigilant sur les stratégies adoptées au-delà du problème strictement halakhique par rapport à la stratégie politique, parce qu'au-delà de l'abattage, il y a aussi bien évidemment les problèmes de la circoncision qui sont un grand enjeu européen et d'autres également où il y a des lobbies très puissants qui visent à nuire à notre liberté religieuse et qui dépassent aussi le simple cadre de nos communautés. En tout cas, merci à nos intervenants et pour la qualité de cet échange et toutes nos amitiés. Merci. Je vois que Kiegedge a une question et puis après, je crois qu'on va conclure. Si je puis me permettre. Oui, très rapide alors, très rapide. Une question pour le rabbin Fison et une pour le rabbin Krigé. La première, c'est que de façon on a parlé l'un et à l'autre de conclure. D'accord. C'est la parole à Eric qui aimerait dire quelque chose. Pardon, ok. On t'écoute. Non, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Ok, alors mes deux questions rapides. La première, c'est que de façon ancestrale, et vous l'avez vu au niveau culturel aussi, vous l'avez évoqué, monsieur Rabbin Fison, cette notion de chasse, etc. Mais dans les campagnes, et ça arrive encore de nos jours, on sait très bien que les pigeons, on les étouffe, les canards, on leur coupe la tête, et les porcs, ils sont complètement saignés dans une notion où la souffrance animale n'est pas du tout prise en cause. Donc, je voudrais savoir si par rapport à ça rentre en compte dans les discussions ou si c'est uniquement dans le cadre des abattoirs que vos discussions ont lieu. La deuxième réflexion, c'est que de façon générale, et le rabbin Krigé l'a bien évoqué aussi, cette notion de l'alechet al-kula, d'aller sur la facilitation des choses, tout en restant, bien entendu, dans le cadre de la halakha, et on sait très bien que dans ce genre de domaine, et les posquets halakha qui ont été évoqués, comme on dit, yeshal milismor, on peut aller là-dessus. Je pense que la notion générale de changer un petit peu le mode de pensée et que la lechet al-kula, d'aller sur la facilitation, nous grandit encore plus. D'aller sur la khumra, en fait, c'est l'inverse, c'est une facilité. Allez, on rajoute des khumrot, alors qu'au contraire, aller dans la khumra amène les gens à une connaissance halakhique supplémentaire, une prise de conscience personnelle supplémentaire et un rapprochement encore plus du judaïsme. Donc, c'était un petit peu cette réflexion que j'avais qui peut être, à mon avis, adaptée peut-être, là je pose la question aux spécialistes, aussi par rapport à cette notion de shrita. Bon. Grand rabbin Fison, ensuite rabbin Krigier pour conclure également, si vous pouviez être rapide. Oui, très rapidement sur le porc saigné à la ferme ou tous ces voilà. En vérité, dans les discussions du Comité national d'éthique des abattoirs, c'est pas évoqué puisqu'on parle des abattoirs. Ceci dit, alors on sort du cas de la shrita, il parle effectivement de faire des abattoirs mobiles, c'est-à-dire que on vient à la ferme pour les abattages, mais effectivement, on passe totalement sous silence la saignée de ces animaux-là, puisque c'est de l'abattage privé, si on peut dire, à la ferme. Je suis assez d'accord, on dit quoi des terres adif, il est toujours plus difficile de permettre quelque chose d'un point de vue halakhique que d'interdire. L'interdiction étant la facilité, je ne sais pas, j'interdis. Là, je suis assez d'accord avec ça. Après, effectivement, il faut le faire en pleine connaissance de cause et en cadrant tout à fait le problème et en s'appuyant sur les grands décisionnaires de la halakha, de la loi juive. Je voudrais juste un petit mot simplement pour dire que
Je voudrais vous remercier Consoir de Bordeaux, vous-même, M. Fitoussi, et comme vous avez proposé le débat avec Yvonne Krieger, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que je pense que même s'il peut y avoir des divergences, et nous en avons, il y a aussi des convergences et que de toute façon, il faut toujours dialoguer et de cette discussion, de ce dialogue, peut jaillir de nouvelles idées. Donc, j'étais particulièrement heureux d'échanger avec le rabbin Yvonne Krieger ce soir. Et voilà, eh bien, le débat continuera là-dessus ou sur d'autres sujets. Voilà. Merci. Rabbin Krieger. Alors, je voulais vous dire que la joie est partagée. J'ai trouvé que le débat était très honnête et très, très fécond ce soir. Je voudrais insister sur un dernier point. Le compromis n'est jamais automatiquement une compromission. Ne confondons pas compromis et compromission. La recherche du compromis dans la tradition juive, c'est quelque chose de très important. C'est la recherche de la pertinence. Et nous avons une cause qui est très importante. Notre tradition est riche de valeurs. Elle est riche aussi du souci de la dignité de l'homme, mais aussi de la dignité animale. Et nous devons, je le répète, être à l'avant-garde de ce combat, pas à la traîne. Et s'il y a des maltraitances qui se font en amont de la shrita, en amont de l'abattage, en amont de tout ce système, nous devons être les premiers à les dénoncer. Et c'est comme ça que nous serons entendus, parce que notre judaïsme sera un judaïsme porteur de valeurs et non pas en train d'être constamment sur la défensive. Et je voudrais quand même rappeler très brièvement un enseignement du traité Gittin. Rabbi Yochanan enseigne la rigidité de Rabbi Zcharia ben Avkilas, qui voulait aucun compromis avec Rome au moment de la révolte contre Rome, a fait détruire notre maison de sainteté, il a fait brûler notre sanctuaire, nous a fait exiler notre pays. On a beaucoup d'exemples, je n'ai pas le temps de les relever dans le Talmud, où on montre que l'attitude jusqu'au boutiste nous a fait perdre et nous a fait pas gagner. Moi, j'ai senti ce soir, de la part du rabbin Fisson, une volonté de réfléchir très sérieusement à la solution de l'étourdissement post-jugulatoire. Et j'ai une proposition par laquelle je voudrais terminer très concrète. Moi, j'ai eu d'excellents contacts avec Jean-Pierre Kiefer, j'ai eu d'excellents contacts avec Frédéric Lenoir, qui n'est pas un spécialiste, mais qui est un homme public qui a une influence. Si le rabbin Fisson avait envie de creuser, s'il estime avec les personnalités du consistoire, envie de creuser la recherche d'un consensus qui pourrait être présenté à l'Assemblée sur cet étourdissement post-jugulatoire, je propose très concrètement que nous faisions une réunion informelle en sa présence avec Kiefer, avec Frédéric Lenoir, que nous discutions la chose, et peut-être que de cette façon-là, peut-être, évidemment, sans aucune garantie, nous pourrions avancer sur ce dossier. Très bien. Est-ce qu'il faut que je réponde à la proposition? Bon, évidemment, je comprends la proposition. Simplement, ma confiance vis-à-vis de M. Kiefer est très largement entamée, compte tenu de ce qu'il a dit. Alors, on va aller plus loin encore dans les choses. Et je comprends que vous avez eu une discussion franche avec Jean-Pierre Kiefer, mais je vais vous expliquer un peu le personnage. Je veux dire, il a prétendu devant, nous étions une cinquantaine, le Comité national éthique des abattoirs, qu'il a lancé la campagne suite à l'échec de notre réunion du groupe de travail qui avait eu lieu une semaine avant. Or, ce groupe de travail qui a eu lieu une semaine avant, il y a un compte-rendu. Dans ce compte-rendu, j'ai fait des propositions. Les scientifiques qui ont plaidé à ce groupe ont en pris acte. Le compte-rendu est par écrit, évidemment, on ne va pas le diffuser parce qu'il est confidentiel. Mais M. Kiefer a prétendu que puisqu'il n'y avait aucune avancée dans ce groupe de travail, il avait décidé de lancer cette campagne. Or, cette campagne, on le voit bien, c'est une campagne de grande envergure qui a été préparée depuis des semaines et des semaines, et qui ne date pas de la semaine dernière ou d'il y a 15 jours. Donc, vous comprendrez que j'ai beaucoup de réticences. Alors, je m'asserai avec lui dans les cercles officiels, mais je peux dire que ma confiance est très largement entamée. Voilà, je m'excuse de répondre cela, mais je pense que c'est la réalité des faits. Peut-être pourrez-vous reprendre la balle au bond de la proposition du rabbin Krieger. Les choses ne sont jamais figées et peut-être… De toute façon, mais à l'heure actuelle, on est dans un affrontement qui a été choisi par l'OABA. Donc, voilà. Raison de plus
pour discuter. Bon, avant de passer la parole à Eric, qui va conclure sur quelques infos communautaires, j'avais une question qui m'avait été posée sur mon téléphone par SMS, que je ne vous poserai pas parce qu'elle relancerait le débat, mais je la pose quand même. Est-ce que le stade ultime de la carotte n'est pas le végétarisme? Pourquoi? Oui, c'est un autre débat. C'est bien ce que c'est un vrai débat. Non, je suis d'accord, mais franchement, c'est ce soir, on peut lancer ce débat, mais là, il faut un nouveau zoom. Hein. Cette discussion, elle aura lieu dans 50 ans, parce que c'est la direction. Il y a des grands rabbinim comme Abraham Yitzhak Kook qui a écrit que l'avenir du judaïsme, c'est le végétarisme. On n'y est pas encore. Tout à fait. Je suis d'accord avec le rabbin Krieger là-dessus, 100%. Et quelqu'un a demandé si les poissons aussi souffraient. Oh non, oui. On n'a plus tellement le temps des questions. Allez. Non, c'est pas une question. C'est pour dire que on peut étendre le terme et la notion de souffrance de façon absolument très extensible. Bon. Pardon. Non, c'est bon, il est déjà 8h moins le quart. Donc, Eric, si tu as 2-3 petites choses à nous dire, et puis on conclut. Oui, merci Albi, merci à tous les participants. J'aimerais aussi remercier un rabbin qui est le rabbin Eric Aziza, qui nous suit d'Arcachon et qu'on n'a pas cité et qu'on n'a pas salué depuis le début de notre émission, mais ce n'est pas grave du tout. Merci évidemment au grand rabbin Fison, au rabbin Krigier, à Eli Korché, au rabbin Tayeb d'avoir assisté. Finalement, ça va, ça s'est bien passé, c'est notre premier débat. Alors autant le dire, ça ne sera pas le dernier. Pourquoi nous avions contacté et le grand rabbin Fison et Eli Korshia rapidement, c'est que tout simplement, nous avait fait l'honneur et le plaisir d'assister à nos assises du judaïsme en novembre 2019. Je vous annonce que les actes de ces assises ont été imprimés et vont être envoyés dans les communautés. Ces assises avaient pour intérêt essentiellement de lancer des débats dans toutes nos communautés, au sein du consistoire central, comme au sein des différents consistoires nationaux. Et on s'aperçoit que finalement, le rabbin Krigier, qui vient souvent à Bordeaux, mais qui n'a pas assisté aux assises, a très bien pu échanger avec le grand rabbin Fison. J'ai bien compris que finalement, le rabbin Fison et le Krigier peuvent partir en vacances ou être dans les mêmes réunions, mais que le rabbin Fison n'ira pas ni avec M. Kiffer, ni avec l'OABA en vacances. Donc ça, je l'ai bien saisi. Mais honnêtement, quand on écoute le débat et les échanges que vous avez eus, nous sommes entre nous, mais on sait très bien qu'on a des arguments en tant que négociateurs dans le peuple juif. On l'a déjà fait, on a déjà eu des difficultés, et je vous fais largement confiance, monsieur le rabbin Fison, pour négocier et revenir à la table et trouver, j'ai bien compris, des moyens autant avant pour l'accompagnement des animaux et autant après pour la façon d'étourdissement. J'ai bien compris qu'il y avait des moyens de s'en sortir pour ne pas évidemment aller à une situation de blocage. On a bien compris que nos adversaires risquaient aussi d'aller, vous l'avez très rapidement suggéré tout à l'heure, sur le domaine aussi de la circoncision, une fois que le problème de la shrita sera abandonné. Mais il y aura une campagne médiatique effectivement à Bordeaux aussi contre l'abattage rituel. On en est conscient, donc on vous fait vraiment confiance avec toute l'équipe du consistoire et vous êtes très bien placés pour nous défendre. Et pour terminer, on est très heureux avec Albi Fitoussi, avec quelques membres du consistoire. Alors oui, on n'est pas d'accord avec Albi, je vous le dis tout de suite, j'adore les côtes de bœuf et je suis absolument… Je veux bien attendre 50 ans pour parler du végétarisme, mais on n'est pas du tout d'accord avec M. Fitoussi sur ce plan-là. Et je souhaite que la shrita continue, bien entendu, selon les règles de l'orthodoxie. Et pour rassurer, et pour rester dans une note un peu d'humour, je vais rassurer le rabbin Krigier pour la lecture de la Megillah à Bordeaux, et le rabbin Tayeb est présent. Alors, dans la consigne du consistoire central, il avait juste oublié que le Plag HaMincha à Bordeaux était à 17h38. Bon, donc je l'ai signalé au consistoire central qui a pris acte et que nous avons lu notre Megillah, nous avons contacté nos autorités préfectorales et il y a eu une tolérance d'une petite demi-heure après 18h, après le couvre-feu. Le rabbin Tayeb a aussi fait le Zoom et il a aussi fait des lectures de Megillah le lendemain, le vendredi. Donc vous voyez, à Bordeaux, on ne fait peut-être pas tout à fait les mêmes choses qu'à Paris ou ailleurs, mais on reste dans notre ligne consistoriale, orthodoxe, avec notre nouveau rabbin. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir participé. Merci à Albi d'avoir animé, à notre technicien Daniel Glusman de nous avoir aidés dans cette prouesse. Et bientôt de nouveaux débats à Bordeaux
sur toutes nos thématiques faites au niveau des assises du judaïsme à Bordeaux. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne semaine. Je rappelle, dimanche 21, nous recevons Hervé Réby. Merci et à bientôt. Shalom Uvracha. Shavua Tov. Shavua Tov. Au revoir les amis.